Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Sandrine qui est cuisiniste et qui va partager avec nous son métier. Bonjour Sandrine. Bonjour. Comment ça va? Mais ça va bien et vous? Je suis en pleine forme et ravie de vous accueillir aujourd'hui pour partager et découvrir ce nouveau métier en votre compagnie. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, nous dire qui vous êtes, d'où vous venez et qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier? Alors, moi, je m'appelle Sandrine. Je viens de fêter mes 50 ans. Je suis une Bordelaise expatriée en Bourgogne et plus exactement à Charnay-les-Mâcon, donc une petite commune juste à côté de Mâcon dans le 71. Et en fait, rien me prédestinait à ce métier-là. Enfant, j'étais plus attirée par la résolution de problèmes. Je rêvais d'être médecin légiste, qui est un métier qui n'a rien à voir effectivement. Mais finalement, quand on est jeune, on a envie de faire plein de choses. Et puis j'ai fait des stages de découverte en troisième à notre époque. C'était en troisième, pardon. Et pour le coup, je me suis orientée sur la restauration, sur la vente en fait, et je me suis trouvée dans ces métiers-là d'échange, de partage, d'écoute du client. Et donc j'ai appris de suite à être à l'écoute des gens. En fait, ça c'était important, même dans ces métiers de bouche. Et puis on le voit encore maintenant, c'est des métiers qui sont très dépréciés. Et puis voilà, donc j'ai fait une carrière en restauration. Et puis suite on va dire un tournant familial, j'ai repris mes études parce que j'ai toujours aimé apprendre, puisque je trouvais qu'il me manquait certaines bases aussi pour pouvoir avancer différemment. Donc j'ai repris dans le commerce, la vente, et j'ai passé un bac pro commerce. Donc j'ai fait une grande carrière dans toutes sortes de métiers de la vente, jusqu'à ce qu'en 2008, j'ai travaillé longtemps en téléphonie multimédia où j'ai monté les échelons l'un après l'autre, et je suis même devenue formatrice sur les techniques de vente sur tout le réseau, donc partout en France. Je partais des fois 2 à 3 semaines sur des magasins en difficulté. Puis après, la conjoncture téléphonie a été un peu compliquée avec de l'arrivée de Free. Et ma société a fait une liquidation judiciaire en 2016. Je venais juste d'avoir un gros accident de voiture, donc moi j'étais un peu à l'écart quand même, mais voilà. Et quand j'ai repris le chemin du travail, j'ai été contactée par l'enseigne SoCook. Qui était toute jeune et qui recherchait justement des responsables de magasins. Et donc SoCook, conception de cuisine et uniquement cuisine, fabrication française. Et c'est vrai que c'était un métier qui m'avait toujours plu quand moi j'ai fait construire. J'ai vu cette partie-là du travail, donc je trouvais ça sympa. Et je me suis dit, tiens, c'est un signe du destin. Allez, on y va, on fonce. Donc formation, bien évidemment, sur le métier, sur les produits, sur la conception, sur tout ce qui est technique aussi, parce que c'est un métier très technique. Et je suis arrivée en poste officiellement sur un magasin sur Chalon-sur-Saône. Et c'est comme ça que mon aventure de cuisiniste a commencé. Donc j'ai à peu près 1 an, là aussi pareil, je me suis tellement investie que je suis devenue formatrice pour les nouveaux managers comme moi qui intégraient la société et qui intégraient ma région pour le coup. Et je leur faisais découvrir à mon tour le métier et tout ce qu'il fallait faire ou ne pas faire en tant que responsable de magasin, mais également en tant que concepteur, parce que les responsables de magasin ne font pas que gérer une équipe. Ils doivent être à même d'accueillir, concevoir une cuisine et puis vendre à leurs clients. 5 ans après, j'ai une autre enseigne qui est venue toquer à ma porte, qui était voisine de là où j'étais. C'est un petit monde, hein, tout se sait, et on connaît bien évidemment les résultats des uns et des autres. Et j'adore le challenge, donc du coup, après grosse réflexion quand même, parce que j'étais vraiment bien là où j'étais, je me suis dit allez, on se lance, on y va, et puis nouvelle aventure qui commence, avec un magasin plus important, plus de personnel, donc plus d'équipes à gérer, une équipe beaucoup plus grande, et puis des résultats qui sont totalement différents aussi. On attend beaucoup.
Voilà, c'est passé quelques temps et tout n'est pas toujours rose et on pense des fois que l'herbe est plus verte ailleurs et c'est pas toujours le cas. Donc, je me remets beaucoup en question tout le temps, à savoir si c'est moi qui ai mal fait ou pas, hein, parce que ça c'est important. Et puis finalement, après réflexion, je me suis dit, écoute, tu vas avoir 50 ans, tu as toujours géré les magasins comme si c'était les tiens. Bah, il est peut-être temps justement de passer à autre chose et quel plus beau challenge que de créer sa propre société, de la faire évoluer comme on en a envie et pas comme on vous oblige à le faire. Je suis un peu une rebelle des fois, donc il y a certaines consignes quand pour moi n'ont pas lieu d'être, c'est compliqué de les appliquer, surtout si le fond est pas forcément comment je peux dire si le fond n'est pas correct envers mes clients. Moi je suis quelqu'un de très transparent et j'ai besoin de pouvoir être vraiment transparent du début jusqu'à la fin avec mes clients et puis de pouvoir les accompagner aussi. Alors il y a des choses que l'on peut faire dans les grandes enseignes, d'autres que l'on ne peut pas. Donc je me suis dit voilà, moi je veux travailler avec mes valeurs à moi, je veux pouvoir me retrouver en fait. Et pour moi, c'était vraiment important de pouvoir accompagner mon client du début jusqu'à la fin. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce concept-là, d'être totalement indépendante. Je ne fais partie d'aucune franchise. J'ai créé mon nom moi-même. Donc, j'ai cherché des fournisseurs, mais je voulais vraiment rester sur du français. Pourtant, je travaille sur du français, sur de l'allemand. Voilà. On est dans une période après Covid, où on entend depuis 2020 que l'économie française, il faut qu'elle redémarre, que il n'y a pas mieux que chez soi. Et moi, je suis convaincue de toute façon que voilà, on a de très bons produits en France, tout comme on a de très bons artisans. Donc ça, c'était important pour moi. Donc j'ai cherché. Et puis le côté un peu chauvin est ressorti parce que mes deux fournisseurs, aussi bien de meubles standards que de meubles sur mesure, sont de ma région natale, donc sont dans la région bordelaise. Donc je me suis dit qu'il y a un petit pied de nez et puis je ramène un petit bout de chez moi en Bourgogne. À la place de ramener du vin, je ramène des cuisines, ça peut être ça peut être sympa. Donc la a commencé comme ça, mais je suis restée fidèle à mes valeurs ou même pour les dressings, c'est un fournisseur français. Mes plans de travail en granit, en plans de travail dits spéciaux, ça reste des entreprises françaises également, voire même pour une des entreprises très locales parce que elle est à 30 kilomètres de chez moi. Et ça me permet comme ça de proposer à mes clients de venir avec moi, aller visiter le showroom parce que moi je n'ai donc pas de magasin. C'est moi qui me déplace directement avec les échantillons chez mes clients. Donc je peux arriver à 14h et repartir qu'à 19h si on fait le projet sur place parce que je viens avec mon PC et pour le coup on peut faire la conception ensemble. Je voulais vraiment faire un travail de vraie collaboration et faire participer mon client à la création de sa cuisine. Et parce qu'après tout, même si moi j'ai les tenants, les aboutissants et que je sais ce qu'il faut faire et ne pas faire, bah c'est pas moi qui vais vivre dans cette cuisine, c'est pas moi qui vais y cuisiner. Donc il faut que le client il se sente à l'aise et il arrive à se projeter. Donc il y avait pas mieux que de le faire participer à la conception pour moi, pour qu'il se sente chez lui de suite en fait. Et puis le fait de lui faire choisir mon client s'il prend un plan de travail, on va dire en marbre. Le fait d'aller chez le granitier, de lui montrer les tranches de marbre à sa disposition, il va pouvoir choisir la tranche de marbre dans lequel son plan de travail va être découpé. Donc c'est quand même une fierté aussi pour lui de dire à ses amis quand ils viendront voir, ah mais ça c'est moi qui l'ai choisi, c'est pas Sandrine en fait. Donc voilà, il y a ces petits côtés-là et puis c'est l'accompagnement jusqu'à la fin. Je vais être là s'il faut le premier jour de l'arrivée des poseurs, mais à la fin de la pause, je repasse également faire des photos, apporter un petit cadeau. Ça, c'est important aussi, puisque ma façon de travailler fait que ma seule recommandation, ça ne peut être que le bouche à oreille et donc mes clients. Donc, on le sait bien, un client satisfait forcément vous recommandera. À l'inverse, c'est un peu plus compliqué. Merci pour cette présentation. Est-ce que maintenant, vous pouvez décrire votre métier au quotidien? Comment vous accompagnez les personnes? Souvent, donc, c'est mes clients qui vont faire le premier pas. Alors, j'ai démarché pas mal d'agences immobilières, de courtiers, des gens qui vont pouvoir aussi m'apporter des clients ou me recommander à leurs clients. Donc, la première chose, c'est soit un appel, bien évidemment, pour leur prise de rendez-vous ou une demande par mail. Donc, on échange déjà un petit peu au téléphone pour expliquer comment je travaille, parce qu'il faut qu'on trouve aussi un créneau horaire qui leur convienne. Et c'est ça l'avantage avec ma façon de travailler, c'est que c'est vraiment moi qui me mets à la disposition
du client. S'il a besoin d'un rendez-vous à 19h30, ce sera un rendez-vous à 19h30. Hormis le samedi, je travaille que le matin, ça c'est un choix. Mais voilà, c'est vraiment pouvoir lui éviter de prendre la voiture, d'aller faire plusieurs kilomètres, des fois de pas trouver forcément de place pour se garer en fonction de là où se trouve le magasin. Donc on échange comme ça. Il peut m'envoyer aussi le plan de la cuisine s'il a déjà, si c'est du neuf, si c'est de la rénovation, quoi qu'il en soit, moi je vais sur place, je fais une première prise de mesure pour être sûr des cotes, parce que des fois on a des petites surprises. Et puis en plus dans la rénovation, on peut avoir de grosses surprises une fois qu'on enlève l'ancienne cuisine. Donc on échange, j'ai une petite fiche justement pour pouvoir échanger avec mon client, prendre les notes importantes et des fois des notes qui peuvent sembler anodines mais qui peuvent faire toute la différence sur moi je suis gaucher ou je suis droitier, moi je suis petite donc je veux pas forcément de meubles. On peut oublier ces petits détails parfois. Donc moi je note beaucoup de choses et ça c'est important. Et puis on voit aussi quand on va chez les clients un peu l'ambiance de la maison. Du coup, c'est moins impersonnel quand on fait la conception. J'aménage un peu plus que la cuisine. Si c'est juste la cuisine, j'essaye de leur faire se projeter sur, si c'est une cuisine ouverte, sur l'intégralité de la pièce à vivre, cuisine incluse, pour qu'ils puissent justement se dire ah ouais ça c'est bien ou non ça je préférais qu'on change. Donc voilà. Donc c'est ça, mais pas que. Il n'y a pas que cet aspect-là du client. Il y a le suivi de la conception, il y a des échanges par mail si besoin par rapport à certaines informations. Et puis une fois que c'est validé, ça s'arrête pas là. On n'attend pas juste que les meubles soient fabriqués. Il y a aussi toute la partie technique, les plans techniques à fournir aux clients, justement pour être sûr que tout soit bien mis en place pour quand le poseur arrive. Et puis il y a l'envoi en fabrication. Donc avant l'envoi en fabrication, sur du neuf ou sur de la rénovation, je renvoie toujours le poseur qui posera la future cuisine pour être sûr que tout est mis correctement. On a des surprises des fois où ils nous rajoutent un petit bout de placo et du coup on perd quelques centimètres et c'est un peu compliqué par rapport au meuble s'il me manque 5 centimètres alors que c'était pas prévu. Ça évite ces petites mauvaises surprises en fait. Donc voilà, il y a après l'envoi en fabrication. Il y a l'envoi en fabrication certes, mais il faut contrôler que l'usine aussi a bien pris en compte toutes les mesures. Donc il nous renvoie ce qu'on appelle un accusé de réception que l'on contrôle, que l'on valide. Et là, la cuisine part en fabrication définitivement. J'ai l'avantage d'avoir un fournisseur qui en 3 semaines peut me fournir une cuisine. À savoir que ce sont des meubles qui sont montés d'usine, c'est pas du kit. Donc j'ai on va dire pour le moment, j'ai 50% des clients qui posent leur cuisine eux-mêmes. Ça, c'est le côté aussi pratique parce qu'il y a un guide de pose. Il y a des tutos sur YouTube qui ont été créés par les différents fournisseurs. Là, j'ai un client qui m'a envoyé la photo de sa cuisine posée et il a fait un superbe travail. Et comme quoi, même si on n'est pas trop bricoleur, tout le monde peut le faire. Donc, il faut bien faire attention aux découpes des plans de travail pour éviter que la plaque de cuisson passe à travers. Mais sinon, ça se passe plutôt pas mal en général. Et puis, c'est pas parce que c'est vendu que c'est signé, que c'est posé, qu'il faut lâcher son client. Il y a quand même, moi, je fais toujours un petit appel 6 mois après. Et je l'ai toujours fait, même en magasin, pour savoir comment ils se sentent dans cette cuisine. Et puis, on va pas se mentir, c'est aussi un petit rappel pour le client qu'on existe et que s'il a quelqu'un dans ses connaissances qui a besoin d'une cuisine qui peut penser à nous, en fait, tout simplement. Mais ça passe par là et c'est comme ça qu'on se crée aussi un carnet d'adresses qui peut potentiellement nous rapporter de la clientèle par la suite. C'est quoi une journée type de cuisiniste? Alors, je vais commencer toujours par la lecture de mes mails. C'est voilà, que ce soit, ça peut être mail client, mail de fournisseur. On a pas mal de mails publicitaires quand on démarre son activité pour vendre différents produits, on va pas se mentir. Mais il n'y a pas que ça et il y a aussi l'administratif, la comptabilité, ce qui n'est pas forcément ce que j'apprécie le plus. C'est pour ça que j'aime à dire que quand il y a des choses qu'on n'apprécie pas, il faut savoir bien s'entourer. Donc moi, j'ai une très bonne comptable pour ça, donc je ne me fais pas de soucis. Et puis voilà, tous les petits contrôles inhérents, ça va être de faire des démarches auprès de constructeurs de maisons. Je m'oblige à à essayer, parce que c'est toujours compliqué pour tout le monde, au moins avoir 2 rendez-vous avec ce qu'on appelle des prescripteurs, donc des entreprises, des artisans qui potentiellement peuvent m'apporter de la clientèle et inversement.
J'en ai avec un électricien. Donc, quand mes clients, si j'ai besoin d'un électricien, je vais les renvoyer vers lui parce que je sais comment il travaille. Et lui, quand il a un chantier, si ses clients lui disent tiens, on voudrait changer notre cuisine, est-ce que vous connaissez quelqu'un? En fait, c'est un partenariat donnant-donnant. Mais ça demande du temps et puis beaucoup d'échanges et ça aboutit pas toujours non plus. Moi, en tout cas, pour ma part, je marche vraiment à l'humain et il faut qu'il y ait un petit quelque chose qui se passe en fait pour que j'aille au bout d'un partenariat. Comme avec des clients, il y a des clients dès le début, on sait que ça peut être compliqué. Et moi personnellement, je préfère ne pas travailler avec des clients où je vais pas sentir, parce qu'encore une fois, on est humain. Je préfère ne pas travailler, quitte à perdre effectivement du chiffre d'affaires, mais à gagner en sérénité. Et ça, c'est tout l'or du monde en fait. Voilà, et je changerai pas. Ouais, c'est ce qui était important pour moi. Quel type de matériel on a besoin quand on va être cuisiniste? Un ordinateur puissant déjà, avec une bonne configuration, parce qu'on travaille sur de la 3D. Un logiciel, les outils pour aller faire les prises de mesure, donc un mètre bandeau, un mètre linéaire, des équerres pour vérifier les angles, des échantillons, si vous n'avez pas de magasin. Donc, moi, j'ai une voiture où tout est carré dans ma voiture, où j'ai les échantillons des fournisseurs de cuisine, mais aussi de plan de travail, donc très lourd, parce que c'est des vrais échantillons de granit, de marbre et ces choses-là. Et puis, je vous dirais beaucoup de patience. Voilà, ne faisant pas partie d'une franchise, c'est du travail continuel en fait pour se faire connaître. Donc, que ce soit alors, tout le monde n'est pas convaincu par la distribution de flyers, par certaines publicités, mais il faut animer ses réseaux sociaux, il faut participer à des groupes aussi pour arriver à se faire connaître. C'est important le réseau. Donc, moi, j'ai fait faire des cartes de visite, certains n'en font pas, mais j'ai cherché la petite différence aussi sur les cartes de visite. Où mes cartes de visite, elles ont un effet relief bois. Comme j'ai pas de magasin, mes clients ne peuvent pas toucher. Ils vont toucher un petit bout d'échantillon qui va faire 15 par 15. Et ma carte de visite avec l'effet bois, finalement, quand le client il a en main, tiens, c'est original, et ça les marque en fait. Il faut pas grand-chose. Quand on travaille comme moi depuis chez moi, un bureau, une petite pièce, un coin de table, oui, vu qu'on fait tout chez le client. Mais ouais, après, par contre, il faut s'armer de beaucoup de patience et puis part en soi. Surtout ça, c'est important. Et c'est pas parce qu'on a un refus que toute la journée va être gâchée. Un refus, le prochain, ça sera le bon. Si c'est pas le deuxième, ce sera le troisième, et ainsi de suite. Et ça, c'est comme ce qui se passe en magasin de toute façon, hein. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire votre travail? Alors, il y a des gens qui diront qu'il faut être très technique, d'autres moins. C'est un mélange des deux. Parce qu'effectivement, on va avoir des clients qui ont besoin de comprendre pourquoi ce meuble-là, il va à cet endroit-là. Il faut savoir leur expliquer. Donc, il faut connaître, bien évidemment, les produits qu'on vend. Ça, c'est important. Et après, il faut quand même avoir de l'imagination. Parce que créer une cuisine, souvent, on fait pas qu'un seul plan. On va devoir en faire plusieurs. Et puis, c'est le client en dernier qui va valider. Moi, quand j'ai été formée, on nous demandait de faire toujours 3 plans, 3 propositions à nos clients. Et souvent, dans les 3, on s'aperçoit qu'on va prendre un petit bout de celui-ci, un petit bout de celui-là, et puis on va en créer un 4e qui va être vraiment ce que le client il veut. Encore une fois, avec le questionnement qu'on peut faire, on peut imaginer la cuisine, mais il y aura toujours un petit détail, et puis des clients qui aiment bien mettre leur petite touche personnelle. Donc ça, c'est voilà, il faut être dans le partage. Ça, c'est important. Ça, c'est le partage, la bienveillance. On connaît les technicités, mais c'est pas parce qu'on les connaît qu'on doit les imposer. Il faut les expliquer aux clients pourquoi. Donc, il faut être aussi pédagogue, parce que tout le monde n'est pas forcément ouvert à la compréhension dès qu'il y a du technique. Donc voilà, mais il faut avoir un petit peu de goût aussi, même si j'aime à dire qu'on n'est pas des décorateurs d'intérieur. C'est 2 métiers totalement différents. Mais ça, il faut être à l'écoute. Il faut aussi continuer d'apprendre, être curieux, parce que on peut se former tout le temps. Il y a toujours des nouveaux produits qui sortent, donc il faut aussi aller chercher les informations là où elles sont. Donc il faut pas vivre sur ses acquis. Comment on se démarque des grandes enseignes quand on est indépendant?
Et c'est un peu plus compliqué, effectivement, parce qu'on va pas forcément avoir accès aux mêmes tarifs qu'eux. C'est des gros groupes, donc ils ont un pouvoir d'achat très important. Par exemple, sur l'électroménager, forcément, on peut pas faire les mêmes tarifs qu'eux. Quand j'ai un client qui me dit oui, mais eux, ils m'offrent 3 électroménagers. J'entends, bien sûr. Par contre, moi, le prix que je fais, j'ai essayé, alors connaissant différentes enseignes pour lesquelles j'ai travaillé, je connais leurs tarifs, bien évidemment. Moi, j'ai choisi 2 fournisseurs qui me permettent justement, quand on n'est pas gourmand dans le mauvais sens du terme, de rester cohérent sur les tarifs et de pouvoir justement concurrencer ces grandes enseignes. Par contre, ce que je mets en avant pour me différencier, c'est moi avant tout, c'est ma personnalité, c'est mon écoute, c'est mon accompagnement. Moi, mes clients savent que ils m'envoient un mail à 19h, à 19h30, ils auront une réponse. Donc, c'est aussi la présence. Et puis, ouais, encore une fois, je reviens dessus, mais l'accompagnement du client. Il se doit d'être différent par rapport à ce qu'on peut trouver en magasin. On est bien accueilli à mon magasin, hein, je ne dis pas le contraire, hein, attention, hein, j'ai travaillé tellement longtemps que voilà. Mais comme en magasin, finalement, c'est vraiment la personne qui fera toute la différence. Est-ce qu'on peut évoluer quand on est cuisiniste? Oui, bien sûr. Moi, j'en suis le parfait exemple, hein. Je suis arrivée dans ce milieu, je ne connaissais rien. J'ai formé des vendeurs qui sont devenus eux-mêmes responsables de magasins sur d'autres magasins. Et il y en a qui vont arrêter de concevoir et qui vont passer sur le pôle technique en magasin. Donc, c'est eux qui vont faire les contrôles de toutes les scènes. Mais ils peuvent aussi, il y a eu des assistantes administratives. Il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise avec la vente, avec le client en lui-même. Par contre, administrativement, ils sont hyper carrés. Donc, on a eu des changements comme ça de concepteurs qui sont passés assistants administratifs, qui soulagent énormément. En fait, le back-office soulage la partie commerce. Et puis, après, comme moi, il y a des vendeurs sur mon ancienne, enfin la toute première enseigne dans laquelle je suis entrée, qui ont commencé vendeurs, qui ont évolué et qui, à la finalité, ont créé leur propre magasin. Donc, c'est un métier où il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de turnover également, mais c'est un métier où justement l'évolution, elle peut se faire aussi très rapidement. Est-ce que c'est un métier en tant qu'indépendant où on peut vivre de ce travail? Oui, une fois qu'on est connu et surtout reconnu, bien évidemment. Au début, c'est toujours un peu compliqué, mais je vais dire comme dans tous les métiers. Maintenant, si on est bien entouré, si votre travail il est bien fait, si les clients sont satisfaits, en fait, ça va être le bouche à oreille. Donc, de là, bien évidemment, que vous allez en vivre de votre métier. Et heureusement. Est-ce qu'il existe un diplôme spécifique? Est-ce qu'il est exigé? Est-ce qu'il est obligatoire? Alors, exigé, non. Obligatoire non plus, simplement parce que les grandes enseignes ont des centres de formation. Donc, ils vous apprennent leur méthodologie, mais à côté de ça, alors je ne sais pas, comme j'expliquais quand on m'en parlait, il existe un CQP de concepteur, vendeur de cuisine et aménagement d'intérieur. Fut un temps avec la CCI. Donc, ça dure pratiquement un an, si mes souvenirs, entre 10 et 12 mois. Donc, donc sur certaines CCI, ils proposaient cette formation-là. Donc, vous aviez une partie théorique avec le centre de formation, un peu comme une alternance, mais avec la CCI. Donc, après, le diplôme, il n'est pas obligatoire. Maintenant, il faut arriver aussi à se démarquer lors des entretiens avec ces enseignes-là. Il y a beaucoup d'enseignes qui recherchent justement des personnes qui sont totalement hors métier pour pouvoir les former comme elles souhaitent qu'elles veulent travailler, en fait. Ça, c'est à leur image à elles, on va dire. Et de plus en plus maintenant. Quel conseil vous pourriez donner à une personne qui souhaite s'orienter en tant que cuisiniste? Alors, plusieurs. Être toujours très bienveillant, aussi bien avec vos clients qu'avec vos collègues. Il faut penser qu'on travaille en équipe, même si c'est un métier individuel, parce que on va chercher la rémunération dans ce métier-là, parce que c'est un métier où on peut très très bien gagner sa vie. Mais la bienveillance qui se perd de nos jours ou qui est un peu faussée, on entend beaucoup. Les entreprises sont bienveillantes, nous on fait le nécessaire pour nos équipes et tout ça. C'est pas toujours vrai partout, on va pas se mentir. Moi, j'aime à dire que quand on se lève le matin, il faut pouvoir se regarder dans un miroir. Donc, la bienveillance, c'est pour moi la première caractéristique. Quand vous êtes en magasin et que vous avez un client
qui va dire oui, mais cette enseigne, elle nous a dit ça par rapport à vous. Bah, faites pas pareil, quoi. Critiquez jamais vos confrères. Il faut aussi être force de proposition pour se démarquer auprès de vos clients, donc imaginatif. Il faut que quand vous présentiez votre projet, ils sortent du lot. Alors des fois, c'est pas grand-chose, ça peut être par rapport à la décoration, où ils vont se projeter parce que vous aurez tellement bien questionné votre client que vous savez que il aime pas le verre, donc vous n'allez pas mettre de verre sur les murs, qu'il a un chat, que c'est bien rien qui vous empêche de mettre un petit chat dans la scène lors de la présentation. Mais moi, après, le gros conseil que je vais donner, c'est quand vous faites une conception, faites en sorte qu'elle soit belle, certes, mais surtout réalisable et posable par le poseur. Parce que des fois, on rencontre des choses, les poseurs, ça grogne un petit peu, et il va venir vous voir et me dire, mais Sandrine, ton truc là, je peux pas le faire. Comment tu veux? Je peux pas le faire tenir par le Saint-Esprit en fait. Donc oui, les fameuses cuisines Pinterest, on en a des très très belles, mais derrière, des fois, c'est un peu plus compliqué en réalité. Donc il y a celle-ci. Ce qui est important aussi, c'est respecter le budget du client. Alors souvent, il nous donne un budget qui est un peu faussé, mais on arrive à le savoir en creusant un peu, en posant les bonnes questions. Mais si vous dit j'ai 8 000 € de budget, vous lui proposez une cuisine à 12 000 €, vous savez déjà que c'est pas possible en fait. Ou alors il vous a bien menti, donc cacher la vérité sur son budget. Mais voilà, donc il faut vraiment être respectueux de ce que vous a dit votre client en fait. Donc bien écouter aussi son client. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur votre métier. Mais de rien. Merci pour la participation, c'était très, très instructif. Et à vous. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!